je vous propose de commencer. Eh ben, c'est un très grand plaisir d'avoir Takis Kontos ici. On se connaît depuis très longtemps parce qu'on a fréquenté la même cafétéria à l'école, ne serait-ce que ça. Alors Takis, quelques mots sur son parcours, hein, qui est un très très beau parcours. Il a fait sa thèse sous la direction de Le Sueur et Aprili à Orsay. Alors le sujet, c'était des sujets qui vont revenir probablement aussi dans l'exposé, ferromagnétisme, supra, nanostructure. Pour le dire en deux mots, hein, Takis, c'est vraiment un homme du nanomonde. Donc, on va voir des nanos partout. Est-ce qu'il n'y a pas de nano dans ton titre? Tiens, je n'avais pas remarqué. Non, c'est vrai. Oui, mais enfin bon, c'est en dénominateur commun, on va dire. Donc, après sa thèse, il allait faire un postdoc à Bâle, où il s'est familiarisé, je pense, à ce moment-là, avec les nanotubes de carbone. Exactement, oui. Son postdoc, c'était sur l'injection de spin dans les nanotubes. Et puis en 2005, il a rejoint le laboratoire Pierre-Hegrain comme chargé de recherche et puis ensuite directeur de recherche, laboratoire Pierre-Hegrain qui a maintenant été intégré dans le LPENS, le laboratoire de physique de l'École normale. Alors il a plein de cordes à son arc. Donc un des sujets qu'on va sûrement voir ici, c'est tout ce qui est électrodynamique quantique avec donc, des nanocircuits hybrides dans lesquels les nanotubes de carbone jouent un rôle important. Tu as eu une ERC en 2012 là-dessus, puis une autre ERC Proof of Concept, ce qu'ils appellent ça, oui, sur cette électronique hybride en 2019. C'est un sujet qui a plein d'applications, en particulier tout ce qui est quantum sensing. Je pense que la matière noire est là pour ça. Oui. Même s'il n'y a pas de nanotube, il n'y a pas de nanotube de carbone sur la partie. Oui, pour la première fois depuis 15 ans, il n'y a pas de nanotube de carbone. Bon, mais sur tout le reste, il y aura des nanotubes de carbone. D'accord. OK. Et puis, il est aussi cofondateur d'une start-up qui s'appelle C12, hein, c'est ça le nom c'est de la ça, start-up, oui, exactement. Oui. Qui est une start-up très originale, enfin, comme beaucoup de start-up, évidemment, mais qui est une start-up qui vise à, finalement, intégrer des nanotubes sur des puces de semi-conducteurs en tirant parti pour les électrons des longs temps de cohérence, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, oui, c'est ça, oui, absolument, et puis de la rapidité du transfert des photons micro-ondes grâce aux nanotubes. Donc exactement. Oui. Et j'ai l'impression que la start-up va bien. Ah oui, elle va très bien. Oui. Il y a déjà des jeunes de la start-up qui sont venus écouter. Voilà, très bien. Bon, voilà. Écoute, je suis très heureux de te laisser la parole. Et puis, merci beaucoup. Vas-y. Ce sera, je crois, le seul séminaire en français de la série. Voilà. J'ai l'impression, oui. Avec évidemment des diapositives en anglais par égard pour mes jeunes collègues qui ne sont pas complètement francophones. Donc, merci beaucoup, Jean. Je suis très heureux de venir ici donner un séminaire à l'occasion de ton cours. D'ailleurs, je dois dire qu'on a énormément étudié la partie sur comment les fermions de Majorana, ou les états topologiques de manière générale. Je pourrais dire c'est presque notre cours de chevet, on va dire, au labo pour la partie, parce qu'on veut induire ce type d'état, j'en parlerai un peu dans les nanotubes de carbone, et donc c'est vraiment un de nos coups de cœur des dernières années. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de manière générale de recherches qui ont été menées au sein de mon équipe. Au LPENS. Alors, je ne fais pas ça du tout seul. J'ai eu déjà... pardon. Voilà. Il ne faut pas que je me trompe de bouton. Donc, j'ai eu la chance de côtoyer, de travailler avec un grand nombre d'étudiants et de postdoctorants extrêmement brillants. Et j'ai des jeunes collègues aussi extrêmement brillants et talentueux. Donc, ça, c'est pour les aspects expérimentaux. Et pour les aspects théoriques, j'ai une collaboration de longue date avec Audrey Cotet et aussi avec Benoît Dousseau. Donc, je présenterai très rapidement quelques résultats. Donc, le cadre général en fait, de ces études, alors je démarre très loin, c'est en fait la possibilité de fabriquer en fait, des machines qui ont un comportement essentiellement quantique. Et alors, en fait, on peut partir du constat suivant. C'est que, alors il y a plein de manières de définir le monde macroscopique, qui est régi par les lois de la mécanique classique. Mais une manière possible, ça serait de dire qu'on peut fabriquer des machines dans ce monde macroscopique, c'est-à-dire des systèmes qui ont des propriétés accordables et avec lesquels on a une interface simple. Alors, par exemple, voilà le piano. Donc là, il est accordable, en effet. Et alors, on a une interface simple, plus ou moins simple suivant les personnes. Mais essentiellement, quand j'appuie sur une touche du piano, je peux faire la note que je veux.
Et donc, voilà, ça, on pourrait dire que ça, c'est de manière générale, ça pourrait être une définition des possibilités que nous offre le monde macroscopique. Alors, à l'autre bout de l'échelle, il y a le monde microscopique, donc le monde atomique, qui est régi par les lois du monde de la mécanique quantique, et dont les propriétés, alors donc essentiellement, alors il y a beaucoup de choses qui sont renfermées par le mot essentiellement, sont réglées par des constantes fondamentales de la nature. Et la question qu'on peut se poser, la première question, c'est quelle est la frontière entre ces deux mondes. Donc ça, c'est une question des pères fondateurs de la mécanique quantique. Mais on peut préciser cette question. C'est la question de la frontière entre ces deux mondes. On pourrait la résumer de la manière suivante. C'est est-ce qu'il est possible d'utiliser les ressources du monde quantique et les ressources du monde classique. Donc ça, c'est une des manières d'envisager la frontière entre ces deux mondes, c'est-à-dire, est-ce qu'il est possible d'avoir une espèce de piano avec lesquels on jouerait de systèmes quantiques ici individuels. Alors, donc ça, c'est une question qui, en fait, est connectée à toutes notamment c'est une question fondamentale, a priori, et qui est aussi connectée avec les technologies quantiques qui sont en plein essor. Et en fait, si on répond à cette question, c'est-à-dire de combiner la modularité du monde macroscopique avec le caractère quantique du monde microscopique, on peut au moins envisager trois types de lignes de recherche associées à cela. La première, c'est, puisqu'on peut contrôler un système quantique individuel, on peut imaginer d'utiliser ce système pour traiter l'information quantique. La deuxième, donc là, c'est relié aussi au cours de ce matin, c'est-à-dire c'est de regarder cela comme un système modèle pour des problèmes de physique de la matière condensée. Et en physique de la matière condensée, comme on a commencé à le voir ce matin, en fait, les interactions entre les particules peuvent être importantes. Et donc, ça peut être intéressant d'avoir un système quantique plus simple pour pouvoir comprendre en fait ce qui se passe dans des systèmes, pratiques plus compliqués. Donc ça sera l'objet de la partie centrale de l'exposé. Et on peut aussi utiliser ce type de système pour aller à la frontière en fait de la mesure, qui est liée là aussi à la physique quantique. Voilà. Et donc tout cela, donc ça sera l'objet de la fin de l'exposé. Et tout cela, en fait, alors il y a plein de manières évidemment de répondre et d'envisager de manière expérimentale ces questions. Donc on n'est pas les seuls évidemment à se poser ce genre de questions. Mais nous, notre manière d'envisager ces questions, c'est d'utiliser des circuits nanométriques à base de nanotubes de carbone jusqu'à il y a très récemment, mais pas seulement, et d'essayer donc, grâce à ces circuits nanométriques, de répondre à ces questions. Donc je vais préciser maintenant ce qu'on entend par cet atome. Donc c'est un système quantique, alors c'est plus compliqué qu'un atome, et ce qu'on entend par c'est le clavier. Donc voilà ce que ça va être notre atome, avec des guillemets. Alors en fait, ça va être un système hybride où en fait je couple un nanocircuit. Donc là, j'ai schématisé considérablement le nanocircuit. Vous verrez un peu plus précisément de quoi il retourne. Donc un nanocircuit a donc un mode du champ électromagnétique. Donc c'est ce qu'on appelle une architecture hybride lumière-matière, où là je vais vouloir exploiter le fait que ces systèmes-là peuvent avoir un très grand dipôle électrique et donc se coupler très fortement au champ électromagnétique. Donc ça sera mon atome entre guillemets. De l'autre côté, l'intérêt de ces circuits électriques, c'est qu'a priori, on peut, façonner un clavier de manière relativement simple. Donc là, je vous présente un clavier. Donc ça ressemble en fait là vraiment à un clavier. Évidemment, c'est un peu plus compliqué que le clavier représenté ici. Et donc là, par exemple, là j'ai représenté un de mes conducteurs favoris, un nanotube de carbone monoparoi. Et donc vous voyez que là, je peux avoir un clavier ici qui va, comme vous le voyez ici représenté, contrôler le potentiel en fait
électrique ressentie par les électrons piégés sur ce nanotube de carbone. Et donc là, le clavier, ça sera juste des tensions électriques appliquées aux électrodes que j'ai schématisées ici. Et évidemment, il y a toujours une grande classe de boutons, d'autres boutons qui sont les boutons dits magnétiques. Alors, soit si je fais passer maintenant, si ce n'est pas des boucles, là, vous voyez, je peux mettre du courant dans ces boucles, ou aussi avoir de manière générale un champ magnétique de laboratoire qui va être aussi un bouton très important. Donc voilà. Donc, commençons maintenant par voir en fait comment on peut utiliser ce type d'architecture que je viens de vous esquisser avec ces boutons pour pouvoir répondre à des questions d'information quantique et aller vers l'élaboration idéalement de machines quantiques pour ces applications. Et donc là, l'idée centrale dans ce type de recherche, évidemment, là encore, il y a plein d'autres possibilités de degrés de liberté quantique qu'on peut pouvoir utiliser. Et nous, au laboratoire, nous, ce qui nous plaît, c'est de tenter d'utiliser le spin de l'électron couplé à des champs micro-ondes. Donc pour encoder les 0 et les 1. Donc ça, c'est une proposition de Loss et Di Vincenzo dans un PRA qui a eu beaucoup d'écho dans la communauté en 1998. Et donc l'idée, c'est de dire, voilà, le spin de l'électron, ça c'est vraiment très très bien parce que c'est un degré de liberté qui est très découplé de l'environnement. Et donc il va pouvoir encoder l'information quantique de manière relativement fidèle. Et donc là, si j'imagine que je peux associer un grand dipôle à ce spin, eh bien, dans le domaine micro-ondes, par exemple, ça pourrait être dans d'autres domaines spectraux, eh bien, je vais pouvoir utiliser maintenant tout ce que je sais de l'électrodynamique quantique en cavité, tout ce que j'ai appris dans l'électrodynamique quantique en cavité qui a été énormément, et bien sûr, qui est une manip pionnière au département de physique de l'ENS, dans le groupe de Haroche, Raymond et Brune, pour pouvoir donc coupler en fait des spins à distance, sur des distances virtuellement macroscopiques, pour pouvoir donc de manière générale utiliser la lumière piégée dans une cavité pour manipuler le spin, et aussi pour lire le spin. Alors le problème, c'est que l'intérêt du spin est aussi son défaut, en l'occurrence, c'est que comme il est très découplé de son environnement, il est aussi a priori très découplé des photons. Et donc si on met des chiffres pour voir qu'on pourrait avoir comme amplitude de couplage si on a des résonances de spin dans la gamme des micro-ondes, c'est-à-dire vers la dizaine de gigahertz, on trouve que... Donc le problème, c'est que, si on met des chiffres, on trouve que les couplages sont extrêmement faibles. Donc nous, on a eu une idée avec Audrey Cotet il y a quelques années de cela, qui est de dire on va essayer de contourner le problème, parce que justement, on a des systèmes hybrides, et donc on peut les associer un peu à loisir pour faire une matière de synthèse. Et donc du coup... l'idée en fait est la suivante. Si maintenant j'utilise un conducteur dans lequel je fais un double puits quantique, donc ça sera un nanotube de carbone dans notre cas, et que je le connecte à deux électrodes magnétiques qui ont des aimantations qui ne sont pas collinéaires, eh bien, là, vous voyez, si j'ai cette structure-là de double puits quantique, si je piège un électron à gauche, son spin va vouloir s'aligner vers l'électrode de gauche. Si je piège l'électron à droite, son spin va vouloir s'aligner vers l'électrode de droite. Et donc là, vous voyez qu'on a maintenant un dipôle électrique qui est formé, puisque vous voyez, j'ai maintenant, la charge peut se mouvoir sur des distances qui sont relativement importantes, de l'ordre de quelques centaines de nanomètres. Et donc ce dipôle-là, comme il est associé à une rotation de spin, eh bien, c'est comme si on venait de donner un dipôle électrique au spin, en fait.
Et donc maintenant, ce que ça veut dire, c'est qu'on a trouvé un moyen en fait, de coupler le spin à la partie électrique du champ électromagnétique. Et donc on peut espérer comme ça d'avoir un très fort couplage spin-photon, qui est ce dont on a besoin pour pouvoir manipuler un spin avec des photons microns dans une cavité de forte finesse. Donc ça, en fait, c'est ce qu'on a réalisé dans ce travail-là, à l'occasion de la thèse de Jérémy Viennot et de Mathieu Dertiaille. Et donc c'est cela dont je vais vous parler maintenant. Et donc, plus précisément, l'idée, c'est que quand on fait cela, eh bien, on modifie les états en fait, piégés sur ce double puits. Et donc, cette modification est associée à une hybridation entre les états de spin entre la gauche et la droite qui donne ce grand dipôle électrique. Alors, bien sûr, pour implémenter cette idée expérimentalement, il faut la réaliser expérimentalement et fabriquer des échantillons. Et donc ça, c'est bien entendu des longues heures en salle blanche passées pour faire la réalisation. Et récemment, on est venu, donc ça c'est notamment dans la thèse de Tino Kuben, on a mis en œuvre une technique qui est très intéressante et qui permet en fait de fabriquer des circuits qui sont de complexité arbitraire et qui en fait utilisent une méthode qui est voisine de l'agrafage en fait. Donc, c'est la graffeuse qu'on utilise pour faire cet agrafage est un peu plus encombrante qu'une vraie agrafeuse. Mais c'est vraiment le même principe. Donc l'idée, c'est de faire un circuit comme ceci et de venir en fait en dernier lieu. Donc voilà, ça c'est une image de la graffeuse, de l'intérieur de la graffeuse. Donc avec des nanomanipulateurs, venir agrafer un nanotube de carbone, et idéalement un seul, sur le circuit. Alors ça a beaucoup d'avantages. Un des avantages, c'est que le nanotube de carbone, ça garantit en fait une très grande pureté en principe pour le nanotube de carbone. Donc voilà, donc ça c'est la méthode la plus aboutie de fabrication de nos échantillons. Et tout ce que je vais vous présenter a été fait aussi avec d'autres méthodes qui sont plus simples, qui ne reposent pas sur l'agrafage. Donc voilà, ça c'est une vue d'artiste de l'agrafage en fait. Donc vous voyez là, il y a le circuit, là il y a le nanotube. Là, il y a, les poutres sur un peigne, et ça, c'est le guidon de coplanaire qui va jusqu'à la cavité. OK, donc ça, c'est après avoir passé beaucoup de temps en salle blanche. Donc voici le type de dispositif qu'on obtient. Ça, c'est un guidon de coplanaire coupé aux deux extrémités qui fait office de cavité résonante. Donc la fréquence de résonance typique est de l'ordre de 6 entre 6 et 8 GHz. Et donc si je zoome ici, vous voyez que là j'ai un nanotube de carbone idéalement suspendu entre ces deux électrodes magnétiques. Donc vous voyez, elles ont un angle, ça c'est pour assurer le côté non collinaire. Et ça c'est le piano en fait de grilles là, dont on a parlé, qui vont me servir de bouton pour accorder en fait ce dispositif. Et bien sûr, il y a le bouton magnétique comme bouton global. Alors, donc voilà, donc c'est un matériau accordable. Donc là, je vous remets l'image d'Épinal du potentiel vu par les électrons avec le piano. Et donc, en fait, si je change un peu les potentiels, je peux former en fait soit un puits unique. Donc ça, c'est ce qu'on a par exemple dans cette région-là, soit un double puits, donc avec ce qu'on pourrait appeler une molécule artificielle ou une double boîte quantique. Donc ce qu'on a plutôt ici, vous voyez un réseau de type nid d'abeilles, à l'opposé d'ici où j'ai des lignes comme ça qui sont penchées toutes avec la même pente.
sauf ici où en fait on forme aussi un système un peu de ce type-là. Donc là maintenant, on a un système qui nous permet donc de former le double puits dont je vous avais parlé. Et comme j'ai les électrodes magnétiques, eh bien, on peut envisager de sonder en fait, l'hybridation éventuelle du spin avec les photons. Donc évidemment, là, je chante beaucoup de développement, mais en gros, voilà un résumé de ce qu'on peut obtenir avec ce type de dispositif. Donc la première chose qu'on voit, c'est que si maintenant, avec un petit champ magnétique, j'accorde en fait la résonance des spins avec la résonance de la cavité donc micro-ondes de grande finesse, ce qu'on voit ici, c'est que j'ai des très fortes distorsions de la résonance qui indiquent que j'ai une très forte hybridation entre le spin sur le nanotube de carbone et les photons, donc à l'échelle du photon unique, donc dans la cavité micro-ondes. Et en fait, si je donne un chiffre en fait, donc, du couplage spin-photo ainsi obtenu, par cette méthode de synthèse pour induire le couplage spin-photon, j'ai typiquement un couplage de l'ordre du mégahertz, ce qui correspond à une augmentation en fait, de 5 ordres de grandeur en amplitude par rapport au couplage naturel spin-photon, qui est uniquement le couplage magnétique. Donc là, on était très contents. Alors on est allé un peu plus loin avec Tino. On a essayé de mesurer grâce en fait, à une spectroscopie, grâce là encore aux photons micro-ondes, on a pu montrer qu'on gardait en fait, des raies en fait, de spin. Donc ça, c'est la spectroscopie d'un spin piégé dans ce type d'architecture. On a des raies, en fait, vous voyez, qui sont relativement étroites. Donc là, c'est typiquement de quelques centaines de kilohertz. Et donc ça donne envie, en fait, d'utiliser ce type d'architecture donc pour aller plus loin et pour pouvoir vraiment utiliser des spins piégés dans des cavités pour pouvoir faire de l'information quantique et des processeurs élémentaires à base de nanotubes de carbone et de spins piégés dans les nanotubes de carbone. Et donc, alors là, puisque Jean en a parlé, donc en effet, et ça c'est l'objet de la start-up C12, donc avec Mathieu Desjardins et Pierre Desjardins. Donc Mathieu est un ancien étudiant de l'équipe qui donc est en plein essor et qui est une combinaison très intéressante du domaine privé et de la recherche qui n'est pas très loin de la recherche académique, même s'il y a des objectifs extrêmement précis. Donc voilà, ça c'est pour la partie, donc on est parti d'un système le plus simple, c'est-à-dire un spin et un photon. Donc on peut essayer vraiment d'aller plus loin dans la synthèse d'états de plus en plus complexes. Et donc ça c'est ce qu'on fait en ce moment avec Mathieu Delbecq et donc Lucas Jarja. C'est l'idée de maintenant essayer de voir ce qui se passe dans le régime unidimensionnel. Donc ça, c'était le régime zéro-dimensionnel, où on induit, en fait, on a servi en quelque sorte, d'une certaine manière, le spin et la position de l'orbitale. On peut vouloir faire ça dans le régime unidimensionnel, c'est-à-dire avoir un potentiel, disons, de spin qui dépend de l'espace. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça permet, dans certains régimes, de façonner en fait, des états topologiques, des excitations topologiques qui vivraient donc, aux extrémités de ces systèmes et qui peuvent aussi avoir des intérêts pour l'information quantique, mais qui sont aussi très intéressantes d'un point de vue fondamental parce que certaines de ces excitations ont des statistiques d'échange qui sont non abéliennes. Et donc voici deux travaux très récents. Et évidemment, comme on a l'outil photonique, on peut avoir aussi envie d'utiliser cet outil photonique pour à la fois façonner de manière dynamique ce type de matière et aussi la manipuler. Et donc ça, c'est une proposition théorique récente qu'on a mise en œuvre avec Lauriane Contamin, une ancienne doctorante, où en gros, on a trouvé un protocole pour en fait, faire du tressage d'états non abéliens, donc de Majorana en l'occurrence, grâce à une architecture en fait, d'électrodynamique quantique en cavité et grâce à avec l'utilisation d'une simple chaîne unidimensionnelle.
Donc, on peut évidemment aller complexifier de plus en plus et façonner des spectres de plus en plus complexes, avoir des excitations de plus en plus exotiques, grâce à ces techniques de nanofabrication, en utilisant des nanotubes de carbone couplés en fait à des éléments magnétiques, notamment, et avec une dépendance spatiale. Donc voilà. Mais on peut aussi, là ça c'est une problématique qui est en fait plus d'information quantique, mais on peut aussi vouloir revenir en fait à des systèmes en apparence plus simples qui ont des ramifications pour les problématiques de matière condensée. Et le problème de matière condensée, donc disons un de mes problèmes préférés, c'est le problème Kondo. Donc là, ça vous apparaît complètement différent, mais en fait, il y a une unité, c'est que c'est en gros avec les mêmes échantillons qu'on fait cette physique-là. Et donc le problème Kondo, en fait, c'est le problème de fermions fortement corrélés par excellence, qui s'est manifesté dans un premier temps, dans les années 1930, dans des alliages magnétiques. Donc là, vous voyez donc un petit peu de fer dans du cuivre, a un comportement très inusuel, en fait, quand on regarde sa résistivité. C'est que la résistivité d'un tel alliage, au lieu de diminuer de manière monotone jusqu'à très basse température, a une remontée en fait, en dessous d'une certaine température qu'on appelle la température Kondo. Et en fait, la manière moderne de comprendre ça, c'est que en fait, une impureté magnétique, donc ça c'est le modèle d'Anderson, une impureté magnétique, c'est essentiellement un spin non apparié sur un site dilué dans une matrice métallique. Donc la matrice métallique ici, c'est les réservoirs bleus. Et donc la raison pour laquelle elle a une aimantation, cette impureté, c'est que j'ai une forte interaction coulombienne sur ce site qui empêche en fait l'occupation double, qui rend très défavorable énergétiquement cette occupation double. Et donc, en fait, grâce à notamment Schrieffer et Wolf, dans les années 60, on peut montrer que ce problème-là, qui a été mis en œuvre par Phil Anderson dans les années 60, en fait, est équivalent en fait, au problème d'impureté magnétique diluée dans une matrice métallique. Et en fait, c'est un peu le pendant je dirais, de l'atome et le photon en physique de la matière condensée, c'est-à-dire c'est le système le plus simple c'est un système particulièrement dépouillé, mais qui renferme une extrêmement grande richesse en fait dans sa physique et qui en fait qu'on ne peut pas résoudre en fait dans tous les cas de figure qu'on peut imaginer. Et donc ça sert en fait de banc d'essai pour beaucoup de problèmes de physique de la matière condensée, où il y a souvent, notamment dans les matériaux modernes, des problématiques d'électrons d'interaction. Donc en fait, si on regarde ce qui se passe à basse température dans le régime où en fait on a cette impureté couplée à ces continua de fermions, eh bien les continua essayent d'écranter l'impureté et il y a une résonance en fait à n-corps, dite à n-corps, qui se forme au niveau de Fermi. Et il se trouve que si maintenant je peux isoler une impureté toute seule, eh bien, ce canal en fait, de résonance peut contribuer au courant. En fait. C'est-à-dire que ici, la charge elle est complètement gelée parce qu'elle est sous le niveau de Fermi, mais il y a quand même un courant qui peut passer de la gauche vers la droite. Et ça, on peut le comprendre par exemple en regardant en fait, le diagramme énergétique et en fait en montrant qu'essentiellement on peut passer par des états virtuels qui vont contribuer au courant. Alors, donc là, vous allez me dire, mais c'est compliqué de regarder le courant à l'échelle d'une seule impureté. En fait, non. Là encore, grâce au nanotube de carbone, car en fait, si je piège un électron sur le nanotube de carbone sur un niveau, eh bien, je vais pouvoir en fait mettre en œuvre avec un nanotube, parce que le nanotube de carbone a des contacts, ce problème en fait d'un électron couplé à des continua fermioniques. Et donc, ça, c'est la thèse de Mathieu Desjardins, où en gros, il a fabriqué ce type de dispositif. Et ce type de dispositif, en fait, il les a fabriqués, là encore, dans une architecture d'électrodynamique quantique en cavité. Pourquoi ? Parce que, vous voyez, là, je vous ai dit que, en fait,
disons, l'image en fait, qu'on se fait de cette résonance à n-corps, c'est en gros, j'ai un spin qui va être écranté par le spin des électrons de conduction dans ces électrodes. Et donc, cet effet d'écran, on peut le voir comme en fait, le fait que le spin va fluctuer en permanence et il va en permanence être, avoir un écran du spin des électrons de conduction, bien que sa charge soit complètement gelée en fait. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un état dont la charge ne varie pas, et donc c'est un état incompressible. Mais je viens de vous dire que cet état, bien qu'il soit incompressible, il peut transporter du courant. Donc, mesurer le courant, ça, on sait le faire assez bien. Il suffit d'attacher en fait à un amplificateur ces deux électrodes. Mesurer la compressibilité pour essentiellement un électron qui bouge, ça, c'est plus difficile. Et en fait, les photons, eux, savent très bien faire ça, parce que les photons, en fait, ils font bouger le potentiel chimique via le couplage électrique à la densité de charge donc d'un système électronique. Là, c'est très schématisé. Et donc, ils mesurent en fait à quel point le système électronique peut admettre ou expulser des charges quand on bouge son potentiel chimique. Donc ça, c'est une mesure directe de la compressibilité, mais à l'échelle d'un électron. Donc, en fait, donc voilà, donc on peut regarder maintenant ce qui se passe sur des états qui ne sont pas des états a priori corrélés. Donc là, vous voyez, là j'ai mon bouton, en fait, encore une fois, électrique, qui me permet d'accorder un niveau électronique avec le niveau de Fermi ou pas avec le niveau de Fermi. À ce moment-là, j'ai des résonances dans la conductance. Donc ça, c'est le blocage de Coulomb. Enfin, donc ça, c'est un phénomène tout à fait classique dans ce type de dispositif. Et ce que vous voyez, c'est que le signal en fait, de compressibilité, qui est directement mesuré par la phase du signal micro-ondes transmis dans la cavité, eh bien, il suit exactement en fait, les résonances de la conductance. Donc ça, c'est normal, parce qu'en fait, quand je me place ici, j'autorise les charges à bouger, puisqu'elles peuvent se redistribuer en fait, au niveau de Fermi des électrodes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je me place dans le régime Kondo? Alors, le régime Kondo, en fait, se manifeste par des traits horizontaux dans cette carte en fait, de conductance entre le biais que j'applique au système et l'électrode, la position en fait, des niveaux d'énergie, qui est contrôlée par cette tension ici. Donc, quand je me place ici, ce que vous voyez dans la conductance, c'est un pic, ça c'est le pic donc, Kondo dont je vous ai parlé précédemment. Et donc ce que vous voyez ici, c'est que là maintenant j'ai un pic dans la conductance, alors que les photons, eux, ne voient pas ce pic. En d'autres termes, ce que montre cette mesure, c'est que en fait, la résonance Kondo est transparente aux photons du fait que en fait, elle est associée à un état incompressible en fait, de charge. Et donc ça, nos amis de Corée du Sud, Min-Choo Lee et Man-Soo Choi, l'ont très bien reproduit avec le groupe de renormalisation numérique. Et donc ça illustre en fait que quand j'ai une résonance à n-corps, je peux avoir une séparation en fait, complète de la dynamique de spin et de charge, alors que si je n'avais pas d'interaction, en fait, le spin et la charge sont asservis. Donc, alors là encore, on peut vouloir aller plus loin et se dire, ben voilà, maintenant, si je continue dans l'analogie, en fait, eh bien, là, voilà, j'ai ce type de Hamiltonien donc, pour le système. J'espère pouvoir le contrôler suffisamment. Et là, en fait, donc, ça, ce sont les photons. Ça, c'est la densité ici. Donc, vous voyez ici. Ça, c'est un peu ce que je veux, mais là, par exemple, je vous dis que c'était un niveau d'énergie couplé à des continuums d'état électronique. Et donc ça, en fait, et donc là, donc ça, c'est la partie photonique. Et ça, en fait, par exemple, si je regarde dans cet article sur les supra à haute température, là, je vois qu'en fait, ça, il y a une analogie en fait assez forte avec le Hamiltonien générique de Hubbard-Holstein, qui est utilisé dans beaucoup de problèmes pour modéliser en fait, des systèmes de fermions fortement corrélés. Et donc là, ça donne envie de pouvoir utiliser ça encore plus loin
pour là vraiment ne pas seulement utiliser les photons comme des sondes, mais pouvoir aller faire vraiment donc ce qu'on pourrait appeler, je sais qu'Yvan va devenir fou de la simulation quantique, de problèmes fermions bosons, donc grâce à ce type-là de système. Alors et là, donc, pour la fin de l'exposé, donc, je vais vous montrer maintenant comment on peut utiliser ce type de système hybride donc, pour répondre à des problématiques particulières donc cosmologiques. Là, en fait. Donc là, on sort complètement de la matière condensée. Et donc qui sont associés au fait que grâce à ce type de système, on peut envisager donc pour des problèmes très spécifiques d'aller donc vraiment aux frontières de la mesure qui sont liées à la mécanique quantique. Donc là encore, ça n'a a priori rien à voir avec ce dont je vous parlais, mais en fait si. Donc notamment une question qu'on se pose depuis assez récemment, c'est est-ce qu'il est possible d'utiliser ces systèmes pour sonder la matière noire en fait de l'univers. Donc, alors là, il y a donc en fait ça c'est ça nous montre un peu l'étendue de notre ignorance en fait des constituants élémentaires de l'univers. Donc ça c'est la matière ordinaire qu'on connaît bien. Et en fait, ça c'est ce qu'on pense être donc, le reste de ce qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire en gros 26,8% de matière noire et 68,3% d'énergie noire. Et donc, il se trouve que pour la partie matière noire, en fait, il est apparu très récemment que pour une certain type une classe de modèles, qui sont a priori qui sont à la fois justifiés par des problématiques de chromodynamique quantique et qui sont aussi les modèles les plus acceptés comme étant les modèles les plus les favorisés. Donc, il est apparu récemment que les techniques associées à la détection quantique de micro-ondes pouvaient répondre à ce type de questions, c'est-à-dire aux questions reliées à la matière noire dans l'univers. Donc pour dresser un peu le tableau, tout ceci vient en fait donc, de ce qu'on appelle les actions, qui ont été introduits par Peccei et Quinn à la fin des années 70 pour résoudre en fait un problème du modèle standard qui s'appelle le problème de conjugaison de parité fort, qui en fait est un des non-succès du modèle standard, si j'ose dire, qui est associé en fait à la proposition, donc qui serait associée selon Peccei et Quinn, qui serait résolue selon Peccei et Quinn par l'émergence en fait d'une brisure de symétrie qui induirait en fait de nouvelles particules dont l'action ferait partie. Comme c'est un mode qui correspond à un mode de très basse énergie, puisqu'il est associé à une brisure de symétrie continue, là c'est un mode de Nambu-Goldstone, eh bien, il est très léger en principe. Donc sa masse lui est donnée par des corrections, en fait, si je comprends bien. Donc, je parle sous le contrôle de Joe Silk. C'est des corrections en fait de la chromodynamique quantique qui lui donnent sa masse. Et il vivrait quelque part dans le domaine micro-ondes. Donc c'est pour ça qu'on est là. Donc il a, bien sûr, comme c'est de la matière noire, il interagit extrêmement peu avec le rayonnement et la matière ordinaire, mais il interagit un tout petit peu. Et en fait, s'il existe, il induirait une toute petite correction modulée dans le temps aux équations de Maxwell, qui serait un terme en E scalaire B, qui oscillerait à la fréquence de la masse de l'action. Et donc c'est là que Sikivi, dans les années 80, dit « Non mais attendez, si vous savez très bien mesurer des photons dans la gamme micro-ondes, là où à la masse en fait, des actions,
eh bien, vous pourrez détecter en fait un excès de photons parce que les actions vont en quelque sorte remplir, notamment si j'utilise un système avec une cavité que je plonge dans un champ magnétique intense via ce type de processus où l'action avec le champ magnétique se convertit en photons, eh bien, je vais avoir un excès de photons en fait, dans la cavité qui, si je sais le détecter, me révélera l'existence à une certaine fréquence précise de ces actions et qui pourrait avoir des conséquences sur notre compréhension de la matière noire de l'univers. Alors le problème, c'est que c'est un problème d'aiguille dans une botte de foin parce que c'est a priori une raie extrêmement fine qui a une amplitude extrêmement faible. Donc ça voudrait dire qu'en moyenne, bien sûr, c'est un champ. Donc en moyenne, ça serait un champ qui correspond à un nombre moyen de photons de 10-20, donc, pour des fréquences dans la gamme des micro-ondes. Et donc, comme on ne sait pas où il est, c'est quelque part, a priori, entre 1 et 100 GHz, si on écoute nos amis cosmologistes. Donc là, ça pose un problème expérimental absolument colossal. Et donc, vous voyez que si j'écris un diagramme masse-couplage, donc ça, c'est en jaune, c'est là où la chromodynamique quantique nous dit qu'on devrait aller chercher pour éventuellement sonder ces excitations. Donc, ce que les gens font, en fait, c'est qu'ils excluent des bandes étroites. Alors, ça, c'est plusieurs bandes étroites qui ont été mises bout à bout pour l'expérience ADMX. Et donc, vous voyez, le nom des expériences est assez évocateur, un haystack. Donc, c'est vraiment, a priori, très compliqué à la fois d'arriver à cette amplitude de détection et d'avoir quelque chose qui est large bande. Donc, il y a beaucoup d'expériences pionnières, donc ADMX, haystack et Quax. Et très récemment, il y a les ressources quantiques sont apparues, notamment via les amplificateurs Josephson paramétriques, qui permettent en fait de détecter les micro-ondes à la limite quantique. Et donc ça, ces expériences-là ont utilisé ce type de système. Alors, donc c'est là que nous, on veut mettre des choses hybrides, parce que pour résoudre déjà le problème d'aiguille dans une botte de foin, c'est-à-dire on aimerait bien avoir un bouton pour pouvoir accorder continuellement en fait, la fréquence à laquelle on va sonder potentiellement l'existence des actions. Et donc la première chose, c'est de dire, bah oui, nous, on aime bien mettre des éléments magnétiques dans des cavités. Et donc là, si je mets notamment un isolant magnétique, eh bien, avec le champ magnétique extérieur, je peux accorder la résonance magnétique. Et donc là, vous voyez, c'est ce que j'ai représenté ici. Donc, c'est des modes de grande longueur d'onde qui se couplent là aussi très fortement au champ électromagnétique. Et donc là, je remplace le B statique maintenant par un B oscillant, mais qui va avoir exactement le même type d'interaction avec les actions et avec les photons. Et donc, vous voyez que maintenant, si je sais accorder cette fréquence-là, je vais pouvoir en fait avoir une condition de résonance que je pourrais toujours une condition de résonance, même si la fréquence de l'action est fixe. Donc, ça, c'est potentiellement ce qu'on appelle un haloscope, puisqu'on sonde le halo galactique très large bande. Et donc, comme nous aussi, il fallait donner un nom à l'expérience, on l'a appelé détox pour dire que ça va nous maintenir en bonne santé, cette expérience-là. Et donc, voilà à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est une cavité tridimensionnelle en cuivre avec un cristal antiferromagnétique. Et alors, il faut bien sûr, pour pouvoir utiliser ce type de circuit, pour pouvoir utiliser les ressources d'amplification à la limite quantique, induire de l'anharmonicité. Donc là, on n'utilise pas de nanotube de carbone. On utilise en fait un circuit supraconducteur, donc en aluminium granulaire. Et donc, vous voyez, par exemple, typiquement, quand on peut l'utiliser pour faire des manipulations dans le domaine temporel. Donc, c'est un genre de bit quantique supraconducteur, donc qui là aussi a une fréquence typique et de l'ordre de quelques gigahertz, avec là une anharmonicité. Donc, l'accordabilité de la résonance magnétique nous donnerait la grande plage de sonde. De masse de l'action, et l'anharmonicité nous donnerait là une ressource pour convertir en fait un nombre de photons en fréquence, et donc vient essentiellement ce type d'expression ici, où en gros la fréquence, l'amplitude du champ axionique
se manifesterait dans la phase, en fait, directement dans la phase du champ micro-ondes de la cavité. Donc là, évidemment, je ne vais pas vous montrer qu'on a trouvé les actions, parce qu'on vient de commencer déjà, il faut nous laisser un peu le temps. Je vais juste vous montrer une cartographie du système pour vous montrer qu'on arrive à mettre ces trois objets-là. Donc ça, c'est le travail de thèse d'Arnaud Théry, et qui interagissent les trois ensemble. Donc, on arrive à les faire fonctionner tous ensemble. Donc ça, c'est les deux modes. Donc c'est une cavité avec deux modes essentiellement à plus basse énergie de la cavité micro-ondes. Ça, c'est le mode magnétique, donc qui disperse très fortement en champ magnétique. Donc, ça, c'est la fréquence, et ça, c'est le champ magnétique extérieur. Et donc là, vous voyez ici, là aussi, avec une petite accordabilité en champ magnétique, le mode du circuit supraconducteur. Et donc voilà, maintenant, eh bien, donc j'ouvre comme ça ce dernier transparent. Donc on est en train d'accorder ce système-là et on espère pouvoir sonder donc peut-être les actions donc sur une large gamme de masses. Donc en conclusion, donc j'espère vous avoir montré que les circuits quantiques hybrides ont un potentiel très intéressant. Donc, pour pouvoir encoder l'information quantique dans le spin de l'électron et plus, pour pouvoir peut-être étudier des systèmes de fermions fortement corrélés, et aussi peut-être aussi pour pouvoir détecter en fait la matière noire de l'univers dans une expérience de laboratoire. Voilà, merci pour votre attention.